Le 24 février 2022, l'opération dite spéciale russe débutait en Ukraine. Une guerre à l'ancienne, avec des chars, des missiles, des centaines de milliers de morts, débutait. Oubliez le vocabulaire des guerres propres, avec des frappes chirurgicales, comme on disait en 1991. Cette opération est la suite logique pour certains observateurs de l'annexion de la Crimée en 2014. Poutine déroule son plan. Une guerre à nos portes, à quelques heures de Paris, qui semble s'être installée dans nos esprits et se faire un petit peu oublier. Oubli encore plus flagrant depuis que le conflit israélo-palestinien s'est retrouvé à la une un samedi matin d'octobre. Une information écrase l'autre, une guerre écrase l'autre, c'est la règle de la société d'hyperinformation. Et puis finalement, à part le prix de l'énergie et l'inflation, en quoi la guerre en Ukraine nous touche-t-elle au quotidien? Propos évidemment provocateurs. Pendant ce temps-là, en fait, du côté du Moyen-Orient et du Proche-Orient, en fait, se réveille un conflit qu'on croyait quasiment endormi, même si visiblement il n'y avait pas de solution. C'est le conflit israélo-palestinien avec le Hamas qui lance une attaque terroriste très importante un vendredi ou un samedi, avec des moyens effectivement qui sont étonnants. Mais en tout cas, alors, les moyens du Hamas sont étonnants et la résistance de l'armée israélienne est quasiment nulle. Que s'est-il passé entre ces deux forces pour que notamment les Israéliens soient... alors un gruyère, le mur n'existe plus, quoi. Alors, si moi je vous donnais l'explication, je pense que j'aurais soit une boule de cristal ou je maîtriserais. C'est vrai que cette déficience manifeste d'Israël vis-à-vis de sa propre sécurité est complètement sidérante. Elle est d'ailleurs mise en stand-by aujourd'hui parce que il y a le choc des massacres. Il y a le désir et l'impérieuse nécessité pour les Israéliens de contre-attaquer. Pour la première fois, je dirais, il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein. L'invincibilité de Tsahal, Israël forteresse, Israël morceau on va dire, d'Occident au milieu d'un Moyen-Orient compliqué et beaucoup plus dégradé, pays prospère, pays qui est incarné. Regardez, le truc qui m'a vraiment frappé dans cette attaque, c'est le décalage total des deux mondes entre ces types de la rave party en train de danser jusqu'à 6 heures du matin, qui voient des parapentistes du Hamas arriver en se disant tiens, il y a une attraction, ah c'est cool, c'est hyper marin. Les types commencent à rafaler, il y en a qui continuent à danser, qui comprennent pas tout de suite parce ils ont pris des cachets, etc. La rave party est dédiée à la paix. Ce sont des gens qui sont absolument pas hostiles aux Palestiniens. Dans la société israélienne, ce sont des gens de gauche. De même, les gens des kibboutz, ils appartiennent à des kibboutz qui existent depuis, même pour certains, avant la création de l'État d'Israël. C'est des gens qui ont toujours habité avec les Palestiniens. Dans certaines vidéos, on voit des choses absolument incroyables. Vous avez des militants du Hamas qui sont là, qui patrouillent, et la famille est là, et ils discutent en arabe entre eux. Et tout est calme. Et ils vont les emporter à Gaza. Ils se connaissent. Et donc, vous avez ces deux mondes, ils avaient le clash des deux mondes, là, avec l'extrême de la modernité d'une autre, si on peut dire, incarné dans cette rave party, et puis le côté techno-barbare du Hamas avec ses militants et leur djihad du Moyen-Âge. Donc je trouve que ça, c'est très étonnant. Et alors, expliquer pourquoi il n'y a pas eu de réaction. Trop de croyances en la technologie, sans doute, sur l'histoire on parlait des drones. Le Hamas utilise des drones du commerce pour balancer des bombinettes sur les tours de surveillance autour de la bande de Gaza. Donc ces tours sont neutralisées. Ils peuvent se permettre de pénétrer le rideau, de le casser avec des bulles de verre. Il n'y a plus de surveillance tout à coup. Les Israéliens avaient énormément
masser la surveillance de cette zone-là sur de l'électronique et sur une barrière réputée infranchissable. Ensuite, il y a la vraie question aussi, et ça c'est le problème de Netanyahou, un des problèmes de Netanyahou, c'est pourquoi l'armée israélienne, à part à quelques exceptions près, ne se trouve pas à côté de la bande de Gaza. Très simple, elle est déployée dans le nord, à cause du Hezbollah et du regain de tension à la frontière nord, mais surtout à cause du problème des colons israéliens, pardon, qui poursuivent le processus de colonisation en Cisjordanie, soutenus par au moins 2 ministres radicaux suprémacistes qui sont dans le gouvernement de Netanyahou, et donc qui mobilisent une partie de l'armée. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est que l'armée n'est pas capable de riposter à temps, la riposte est très, très tard parce qu'elle se trouve loin. Donc voilà, là, il y a une série de dysfonctionnements, une cascade de choses. Et pour terminer, parce que je vous dis, je suis pas devin, mais j'ai regardé un peu, il y a un rapport qui a fuité des Américains, en fait, de ce que les Américains ont livré comme information à leurs homologues britanniques, français, allemands, etc. Et j'ai lu ce rapport, et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que dans le rapport, il est consigné que le Hamas ne s'attendait pas à ce que son opération soit aussi couronné de succès. Ils ne pensaient pas avoir récupéré autant d'otages. Le but, c'était Mais je pense qu'ils peut-être attaquer un kibbutz. Ils avaient prévu tout. Ils avaient prévu qui ils allaient attaquer, où, etc., comment, etc. L'opération est extrêmement bien, mais le Hamas s'attendait à une riposte. Ils s'attendaient à ne pas pouvoir aller plus loin d'une... Mais pour eux, c'était pas grave, parce que vous savez, il y a une chose qu'on a oubliée, il y a beaucoup de choses qu'on oublie dans ces conflits-là, et notamment par rapport à ce que j'appelle le reste du monde, par rapport à l'Occident. Alors, on peut l'appeler les BRICS, etc. Il est quand même un peu en train de s'organiser, et c'est les 3/4 de l'humanité. On va dire que nous, on est un tiers de l'humanité, et eux, c'est 2 tiers. Mais dans ce monde vaste et très divers, nous, on a toujours tendance à les regarder comme étant un peu inférieur à nous, quoi. Disons, pas capable, comme étant le mec du Hamas. Oui, c'est quand même, ça reste des types avec des claquettes qui hurlent à la Akbar et qui ont des fusils, mais on n'a pas vu que ils étaient capables de manier des caméras, d'avoir de l'équipement, de faire de la surveillance, etc. Et que tout ce qu'on a créé nous, ils sont capables de le faire, voire de le copier. On parlait des Russes aussi sur leur technologie et comment ils ont progressé en drone. C'est des super copieurs, les Russes. Il n'y a pas que les Chinois, c'est des super copieurs. Donc, le matériel, il est là, il est à disposition. Ça fait 20 ans qu'on fait des guerres où on apporte dans ces pays-là des composantes électroniques, une nouvelle façon, des nouvelles armes, etc. Ils finissent par se les approprier. Et donc là, je crois que c'est vraiment déterminant de comprendre ça et de pouvoir, pour ne pas être surpris. Et là, on a été, enfin, le monde occidental en général, et Israël en particulier, a été quand même sérieusement ébranlé, l'invincibilité. Et aujourd'hui, Israël a vraiment, je pense, c'est pas de la blague, c'est pas vous savez, avant, quand Israël envahissait Gaza, ce que faisaient les habitants de Sderot ou d'Ashkelon, c'est ils sortaient le pliant et ils regardaient. Alors il y avait une pluie de bombes, on regardait ça, on se mettait tranquille, on prenait l'apéro et on regardait ce qui se passait. Voilà, ils ont vu des mecs du Hamas cagoulés se balader dans leur rue, rentrer dans leur maison, tirer sur leurs femmes, kidnapper leurs gosses. L'horreur absolue. Et ça a fragilisé, ça a dit à Israël que son existence même était en cause. Donc, ce que vous sous-entendez sans le dire, c'est qu'ils feront une réponse forte. Là, on est avec un groupe armé du Hamas dont on estime le nombre à peu près 20 000 combattants. On va imaginer qu'il y en a 1500 ou 2000 qui sont tombés dans la riposte de Tsahal aux attentats du 7 novembre. En tout cas, se contenter de rester dans le territoire ont été exécutés. Donc il en resterait 18 000 ou 18 500. Quand vous regardez les sièges de ville qui ont pu avoir lieu dans la période contemporaine, ça va de Grozny à Mossoul, on va dire, en passant par Alep, il y a eu Sarajevo aussi. En fait, le siège, en général, est très long. Et ce dont on se rend compte,
pour la période la plus récente, on va prendre 2016-2017, Mossoul, la bataille de Mossoul, on est avec un effectif de l'État islamique qui dépasse pas les 8000 combattants, réfugiés à l'intérieur de Mossoul-Ouest. Mossoul-Est est tombé plus ou moins facilement, en, on va dire 3 semaines, et puis il y a cette dernière partie qui commence en janvier et qui va se terminer en juillet. Donc plus de 6 mois pour la deuxième partie du siège de Mossoul. Je vous dis, 5000, 6000 combattants, voilà. Le Hamas, 20 000. Mossoul, c'est intéressant parce que c'était 2 millions d'habitants avant la guerre. Là, Gaza, 2 millions, 2 millions 5. Sauf qu'à Mossoul, vous en avez 1 million qui ont quitté avant la bataille, et vous en avez 500 000 autres qui vont quitter pendant la bataille. Néanmoins, au final, on arrive à peu près 20 000, 30 000 morts civils. Le siège de Mossoul va durer 8 mois, plus long que la bataille de Stalingrad, pour donner une échelle. Et donc face à... Et moi je l'ai couvert cette bataille, et je me souviens de cette phrase qui m'a beaucoup marqué du commandant qui était avec nous, enfin de l'unité avec laquelle on était. On était avec la Golden Division, qui était une unité formée par l'armée américaine, une unité d'élite, qui allait à l'assaut des quartiers. Et un soir, pendant une journée particulièrement intense, colonel, il s'appelait le colonel Mohanet, m'a dit dans la conversation, il m'a dit, vous savez, en face, le type que vous avez en face, ils veulent mourir. Il dit, mes soldats, ils veulent pas mourir. Et il m'a regardé, il m'a dit, ça fait une grande différence. Très, très grande différence. Et là, le problème auquel va être confronté Tsahal, c'est que les gars en face, ils veulent mourir. C'est le même truc. Même si, moi, je fais pas le parallèle Daesh, Hamas. Je le fais pas parce que, même si le Hamas, on va dire, c'est daéchisé dans ses méthodes, dans l'utilisation de cette pornographie visuelle, de montrer l'horreur, etc., d'utiliser des GoPros et les laisser à dessein pour que, vous savez, on dit les nazis cachaient leurs actes, leurs atrocités. Daesh a fait de leur publicité une arme. Hein. C'est l'effroi, c'est la terreur. C'est Gengis Khan, en fait. C'est le terrorisme. Voilà. Mais on utilise ces méthodes, et on utilise aussi là toute la technologie moderne. Mais on est quand même dans deux conceptions différentes de la vie. Ben Laden disait nous aimons la mort autant que vous aimez la vie. Mohamed Merah avait repris cette phrase aussi. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que eux, ils sont déjà dans l'au-delà. Et que leur notion, et ça c'est très important, par rapport au Moyen-Orient, à tout ce qui peut s'y passer, leur notion de victoire n'est pas équivalente à la nôtre. Nous, la victoire, c'est quand l'ennemi capitule, il est vaincu, il y a un traité, et hop, la bataille est terminée. Ils payent des réparations. Voilà, ça c'est la victoire. Pour eux, c'est tenir tête. C'est quitte à mourir en martyr, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, disons que voilà, la philosophie est pas du tout la même. Et je ne ferai pas le parallèle non plus avec Daesh pour une raison aussi simple, c'est que le Hamas a cette excroissance de haine qu'on a pu vérifier. On a beau les appeler des animaux, etc., pour avoir fait ça, tuer des bébés, violer des femmes, etc. Oui, mais c'est pas quelque chose qui a surgi comme ça. C'est parce qu'il y a 75 ans de problème derrière. Ce n'est pas quelque chose qui est spontané. Le Bataclan était beaucoup plus surprenant pour nos sociétés. De voir que des types arrivent avec des kalachnikovs, rafalent des mecs dans une salle de concert au nom d'Allah ou de je ne sais qui, là on se dit merde, putain, on n'est pas habitué. Le Hamas, l'existence du Hamas, c'est un torrent, c'est une vallée de larmes qui existe depuis 75 ans, qui est le problème de cette terre entre le Jourdain et la Méditerranée, où il y a deux peuples, il devrait y avoir deux États, et il n'y a toujours qu'un seul État. Et ça fait 75 ans que ça dure. Et ça, on l'a oublié, on a voulu l'oublier. Les accords d'Abraham, signés par Donald Trump, MBS, Netanyahou, voulaient faire la paix, proposer un plan de paix. Mais le problème, c'est quand on regarde et qu'on dissèque les autres accords d'Abraham, on voit que les Palestiniens sont pas consternés. On les appelle pas, ils n'ont pas leur voix au truc.
Donc on va les mettre sous le tapis comme la poussière, on va faire notre plan de paix, on va se réconcilier avec les autres pays arabes, ce qui était une grande réussite des accords d'Abraham, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc, et peut-être l'Arabie saoudite promettait de rétablir des relations diplomatiques avec Israël. Quelque part, il y avait un élément positif, sauf que le problème de fond n'était pas réglé. Et que le problème de fond, s'appelle Hamas aujourd'hui. Est-ce que ce conflit va s'étendre, au risque de s'étendre, et on pense notamment à l'Iran, c'est-à-dire qu'on se dit tous, si Israël va sur le Hezbollah, ça sera l'Iran qui rentrera dans la danse? Non, je pense que les Américains sont là. D'ailleurs, il y a un gros déploiement. Il y a le plus gros déploiement américain depuis la première guerre du Golfe maritime. Pas moins de 4 porte-avions américains sont actuellement en manœuvre, donc avec le groupe aéronaval qui va autour. Le Eisenhower va arriver demain à Gibraltar pour la Méditerranée orientale où il va rejoindre le Gerald Ford. Donc il y a 2 groupes aéronavals auxquels vont se joindre des bateaux d'autres pays, notamment le porte-hélicoptère Tonnerre qui va servir de navire hôpital pour Gaza apparemment. C'est ce qu'Emmanuel Macron a souhaité, qui va être intégré à un groupe aéronaval. Mais en parallèle de ça, vous avez 2 groupes aéronavals aussi en la personne de l'USS Roosevelt et l'USS Lincoln qui ont quitté San Diego hier et avant-hier pour des destinations inconnues. Donc vous avez un jeu du grande manœuvre. Les Chinois, dont la marine a explosé en taille ces 15 dernières années, ont envoyé déjà des bâtiments également. L'Iran, a mis ses lignes rouges et à son Hezbollah, même s'il est libanais, mais bon, quand même piloté donc sur la frontière nord d'Israël. Donc on vit un état de paix armée, on va dire, avec, je pense, comme souci des dirigeants mondiaux, y compris les Russes et les Américains en commun. Les Russes et les Américains ont déjà d'ailleurs commencé des discussions par des canaux sur la question de la situation humanitaire à Gaza. Et je pense que dans ces discussions, même s'il y a la guerre en Ukraine, on est dans l'idée justement de faire comme la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, il y a un problème majeur, un problème de confrontation, un problème de guerre froide, un problème de guerre par proxy, mais on va faire en sorte que ce problème soit sectorisé. On a craint à un moment que le conflit ukrainien allait déborder. Souvenez-vous, le S-300 qui était tombé sur la Pologne, on s'est dit, ah ça y est, les Russes ont attaqué la Pologne. Bon, non, en fait, c'était un missile de la défense ukrainienne qui, par inadvertance, avait atteint le territoire polonais. Grosse angoisse. L'attaque des Ukrainiens sur Belgorod, qui a envoyé d'ailleurs des Russes anti-Poutine, des combattants russes, pour envahir la Russie. Donc il y a eu des tentatives de pénétration. C'est aussi la question de la Transnistrie, à l'ouest de la Moldavie, où là, cette petite bande de terre pro-russe, quasiment figée dans un état soviétomorphe depuis la fin de la seconde guerre de la guerre froide. Est-ce que la Moldavie va envahir la Transnistrie? Bref, le conflit a menacé plusieurs fois de déborder. Ce qu'on se rend compte, c'est que les Américains n'ont pas donné des missiles à telle portée aux Ukrainiens pour ne pas occasionner aux Russes plus de dégâts que des piqûres de mouches. Donc, globalement, on a réussi à contenir. Et là, je pense que la plupart le souhait, quand on écoute les paroles de Scholz ou celles de Macron, avec chez Macron un souci supplémentaire de calmer. De ne pas importer le conflit en France. Nous sommes d'accord. On rappelle qu'en France, on a la plus grande communauté musulmane en Europe et qu'on a aussi la 3e communauté juive au monde sur le même territoire. Donc, on est particulièrement à risque, justement, de cette importation du conflit. Donc, chez Macron, il y avait ça dans les paroles. Mais globalement, on sent que les dirigeants, même s'ils montrent les muscles, font en sorte qu'il faut que ça se règle entre le Hamas et Israël. Voilà. Et de manière à peu près mesurée par ce qu'a dit la phrase d'Emmanuel Macron était... je m'en souviens plus exactement, mais globalement, c'était Israël a le droit à sa réplique, mais elle ne doit pas ignorer les règles. Voilà. Biden a dit quelque chose, il y a des règles à la guerre. Voilà. Sous-entendu, vous pouvez pas écraser
même si les Américains ont quand même écrasé des villes sous des plaies de tapis de bombes, et que faut quand même reconnaître que l'expression carpet bombing, qui est issue de la guerre du Vietnam, leur appartient. Mais en tout état de cause, en ce moment, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un règlement circonstancié qui permette aux Israéliens de dire on s'est vengé, ou en tout cas on a rétabli, et puis rétabli la question de notre survie, on a obtenu des garanties, on a tapé une partie du Hamas, parce qu'on n'y arrivera pas, à mon avis, à l'éradiquer totalement. Vous savez, à une époque, l'armée israélienne appelait ses incursions dans Gaza, elle disait on va tondre la pelouse. C'est-à-dire, la pelouse, elle monte, et hop, il faut venir, il faut aller faire dynamiter une dizaine de tunnels, et puis on se retire. Ce qui a été fait la nuit dernière, hein, c'est ça, bataillon de chars, tentative de plasticage de quelques tunnels, incursion, on se retire. Comment va être maintenant, la vraie question, c'est est-ce que on va avoir la folie, est-ce que Israël va avoir la folie de continuer cette opération? Souvenez-vous ce que je vous ai dit sur Mossoul, le temps qu'il faut, la guérilla urbaine, où des types, là pour le coup, avec armés de RPG, connaissant par cœur des réseaux de tunnels, sont capables, un tissu urbain qui a été façonné par le Hamas depuis 15 ans, pour faire en Oui, sorte parce que qu'il n'y ait... la différence avec Mossoul, c'est que le Hamas à À Gaza, Mossoul, vous ça fait aviez des places. ça fait Oui, des dizaines d'années que non mais le Hamas à, à- crée ces tunnels, à quoi. Mossoul, vous aviez des places, vous aviez des points en hauteur avec des observations possibles, vous aviez de l'espace, même si la vieille ville était extrêmement dense et qu'elle a été extrêmement difficile à conquérir à la fin. Mais si vous voulez, la ville n'était pas, avait plusieurs types d'architecture, avait plusieurs types d'urbanisme. Là, l'urbanisme piloté par le Hamas qui contrôle Gaza depuis 2005 fait en sorte qu'il n'y a quasiment aucun espace ouvert pour forcer, si incursion il y a, l'armée qui envahit, au combat urbain. Voilà. Tout est fait, même la structure des maisons est faite pour que Israël soit contrainte au combat urbain. Et puis je vous raconte pas comment Mossoul, il y avait des trous dans les murs des maisons pour pouvoir passer de l'une à l'autre. Mais en sous-sol, il y avait quasiment rien. Ils n'avaient pas eu le temps de construire des tunnels. Là, il y a 30 ans de tunnels en dessous. Bon, voilà. Donc pour vous, l'Iran n'interviendra, L'Iran et les en tout cas, États-Unis voilà, se sont parlé ouais. aussi, par des canaux qu'ils ont... Donc clairement, personne n'a envie que non, ça bascule. personne, mais tout le monde a poussé la rhétorique très très haute. Parce que les groupes armés type Hezbollah, Ajal Shabi, Houthi, etc., eux, ils sont prêts à y aller. Donc, pour soutenir le Hamas, et ils l'ont soutenu au lendemain du 8 octobre. La vraie difficulté, elle est là aussi. Maintenant, qui va faire le premier pas? Est-ce que quelqu'un le fera? J'ai tendance à penser, c'est mon côté optimiste, que quand les tensions sont telles, les choses finalement finissent par s'apaiser. Maintenant, la vraie question, ça va être quelle va être la réplique de Tsahal sur Gaza, quel va être son coup, quid de la question des otages, et ensuite, quelle va être la réponse à cette réponse. Et quelle évolution politique en Israël après, sans Oui, doute, ce qui va ça, être la ouais. défaite de Netanyahou. Enfin, on n'en Oui, sait rien en mais Israël, mais ça, c'est pas vous avez tout totalement raison, mais c'est pas le plus important actuellement, et oui, c'est surtout pas le c'est pas plus important l'actualité, mais ça va vis-à-vis de la venir. communauté internationale. Et alors, médiatiquement, ce serait peut-être l'occasion de glisser un mot sur le fait que par rapport à la moitié de notre conversation qui était sur l'Ukraine, c'est que malheureusement, oui, le conflit ukrainien est totalement éclipsé par ce nouveau conflit, et que oui, la loi de l'info en continu fait que le conflit n'est pas terminé, rien n'est résolu, mais il n'existe plus. Voilà. Donc ça, c'est plutôt mauvais pour les Ukrainiens, parce que les Très mauvais. Ukrainiens, s'ils n'ont pas la Oui. voix de l'Occident qui crie très fort, qui les pousse derrière, Ah bah oui. en fait, les Russes vont pouvoir reprendre Ils vont un reprendre ce peu de qu'ils veulent force. reprendre. Et puis les Russes, là, oui, ils sont tranquillement en train d'installer leur position pour l'hiver. Moi, donne une info aussi de ce que j'ai pu constater sur le front ukrainien. Beaucoup de forêts ont été coupées, les sapins ont été coupés par les Russes.
parfois même des coupes à blanc, ce qu'on appelle des coupes à blanc, c'est-à-dire qu'on laisse une bande d'arbres au bord de la route et puis en fait toute la colline a été ratiboisée. Pourquoi? Pour faire quoi? Vous avez aujourd'hui un camion militaire sur 2 dans le Donbass qui circule, qui a des rondins de bois. Et les rondins de bois, bah, ils sont faits pour les lignes de défense et on fait surtout pour faire des casemates. Vieux principe de la cabane au Canada, c'est-à-dire quand on accumule des rondins, eh bien on garde la chaleur. Donc c'est pour de la préparation pour l'hiver, de la consolidation des édifices militaires et finalement une manière pour eux de perfectionner la ligne de front et la ligne défensive qu'ils ont établie. Très bien. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Merci pour tout ce point, on va dire, autour des 2 conflits Oui, majeurs du moment, parce qu'il y en a d'autres, hein, la planète, sur la planète, bah, il y a eu le malheureusement. Karabakh. Voilà. Donc là, on est sur Mm. l'Ukraine, la Russie et Israël et le Hamas ou les Palestiniens. Merci beaucoup Merci. et à bientôt.